Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur Richard Wolff, l'un des économistes les plus influents de notre époque. Donc, bienvenue à nouveau, professeur. Merci beaucoup, Glenn. Je suis très heureux d'être ici. Donc, Trump a récemment averti que la perte du statut dominant du dollar serait comparable à la perte d'une guerre mondiale, pour montrer à quel point ce statut très privilégié est important. Cependant, on constate également aujourd'hui que les États-Unis ont une dette de 37 000 milliards de dollars. C'est totalement insoutenable. Et pour aggraver les choses, cette situation est instrumentalisée à travers une coercition économique massive. On observe aussi que les règles et la prévisibilité semblent avoir été jetées aux oubliettes. La Chine a vendu pour plus de 300 milliards de dollars d'obligations du Trésor, ce qui est sans précédent. Il est désormais rapporté que le dollar a connu sa pire année depuis 1973, c'est-à-dire depuis que Nixon a fermé la fenêtre de l'or et en quelque sorte démantelé le système de Bretton Woods. Il y a beaucoup de choses inédites que nous n'avions jamais vues auparavant. Les actions baissent, les obligations baissent et le dollar baisse, tout cela en même temps, et les capitaux fuient également les États-Unis. Ce sont des signes inquiétants. J'étais curieux de savoir comment vous percevez cela. Que se passe-t-il? S'agit-il des prémices du déclin du dollar? Non, je pense que c'est plutôt au milieu. Ce déclin dure depuis un certain temps déjà, premièrement. Deuxièmement, quoi que dise M. Trump, cela change tellement souvent, et c'est tellement le produit de l'instant présent. De quel journaliste, dans quelle situation, lui pose quelle question difficile. Il pense probablement au problème Jeffrey Epstein, qui le hante ici, chez lui, ainsi qu'à toutes les autres questions. Je ne prendrai pas beaucoup d'indications de cet homme. Sa fonction, et en cela, il ressemble à la plupart des politiciens américains de nos jours, est avant tout de détourner l'attention des mauvaises nouvelles. Et ils le font de deux manières. Les démocrates, en faisant semblant que le problème n'existe pas, et les républicains, en prétendant qu'ils disposent encore de la puissance économique des États-Unis des années 1960 et 1970, et qu'ils n'ont rien perdu de tout cela, et sont donc en position, même s'ils admettent qu'il y a un problème, de le résoudre rapidement en punissant les mauvais autres pays qui auraient causé ce problème. Ainsi, il passe son temps à blâmer, à punir et à agir comme s'il était en mesure d'y changer grand-chose. Pour moi, et pour ceux qui pensent comme je vais le décrire, nous considérons le problème du dollar, et en fait de nombreux autres problèmes auxquels les États-Unis sont confrontés, comme relevant précisément du type de difficultés auxquelles on peut s'attendre dans un empire en déclin, c'est-à-dire un empire mondial ayant dépassé son apogée, et qui se trouve désormais dans la position très inconfortable de devoir affronter, lentement et inexorablement, le fait qu'il n'a plus le pouvoir ni la richesse qu'il possédait autrefois. Et il ne peut plus résoudre ses problèmes comme il le faisait autrefois. Il doit donc, avant tout, affronter le problème fondamental, ce que nous ne faisons absolument pas ici aux États-Unis. Je veux dire, si vous vous souvenez de novembre dernier, nous avons eu une élection présidentielle au cours de laquelle les trois candidats, Biden, Harris et Trump, n'ont jamais prononcé un seul mot sur un empire en déclin ou sur le déclin du capitalisme américain parce que son empire a disparu. Les mêmes personnes qui pouvaient, et l'ont fait, regarder la Grande-Bretagne et dire que la situation déplorable de cette société et de cette économie a plus qu'un peu à voir avec la disparition de l'Empire britannique. Ils peuvent le dire, ils peuvent le démontrer, mais ils ne peuvent même pas permettre que la question soit posée pour les États-Unis. Comme si, d'une manière étrange, jamais précisée,
tous les autres empires disparus ne comptaient pas parce que l'empire américain perdure d'une façon quasi magique. Vous avez mentionné Bretton Woods, n'est-ce pas? Le dollar est devenu la monnaie mondiale après que la livre sterling et toute autre devise aspirante eurent été anéanties par la Seconde Guerre mondiale et ne pouvaient tout simplement plus jouer ce rôle. John Maynard Keynes avait espéré préserver ce rôle pour la livre sterling, mais son homologue américain, Harry Dexter White, a été très clair avec M. Keynes. Cela n'allait pas arriver, et cela n'est pas arrivé. M. Keynes l'a accepté parce qu'il n'avait fondamentalement pas le choix. Le dollar est devenu la monnaie mondiale. Les États-Unis produisaient la moitié des biens échangés dans l'économie mondiale. Les États-Unis détenaient l'arme nucléaire. Je peux compléter. Vous connaissez toute cette histoire. La position dominante des États-Unis était intrinsèquement liée au rôle du dollar. Il est rapidement devenu non seulement la monnaie dans laquelle le commerce mondial était évalué et réalisé, mais aussi une réserve, aux côtés de l'or, pour soutenir les monnaies d'autres pays, en étant détenues sous cette forme, sous forme de dollars, dans les portefeuilles des banques centrales de l'époque, ou de bons du Trésor américain, ce qui revient au même. Ainsi, dans cette situation, toute personne réfléchissant à la question aurait su que cet empire ne pouvait pas durer, certainement pas éternellement. Aucun empire ne l'a jamais fait, mais même pas très longtemps, en raison de la situation étrange où les autres pays susceptibles de contester cette domination revenaient de destruction due à la guerre. On peut se relever relativement vite, comme l'ont montré l'Allemagne et le Japon dans les années qui ont suivi. Il aurait donc dû être compris que le dollar ne pouvait pas jouer ce rôle. Eh bien, l'ironie, et si j'avais le temps, je l'expliquerais en détail, c'est que cela s'est déjà produit dans les années 1960. L'or a été rapatrié, ils ne voulaient pas le laisser ici. Nous connaissons tous cette histoire, ou du moins, nous devrions la connaître. Ensuite, les États-Unis ont abandonné les talons or afin de forcer en quelque sorte le reste du monde à traiter avec le dollar. Cela a donné au dollar un peu plus de temps, 2 ou 3 décennies supplémentaires. Mais à la fin du siècle, le processus de déclin ne s'était jamais arrêté. Les capitalistes américains ont participé à ce déclin et l'ont même accéléré lorsqu'ils ont pris la décision, à peu près au moment où les États-Unis ont abandonné l'étalon or, de délocaliser la production en Asie, en tout cas hors des États-Unis. Le développement du moteur à réaction et celui d'Internet ont permis de superviser la production aussi facilement en Chine qu'on pouvait auparavant en Californie, ou aussi facilement à São Paulo, au Brésil, qu'on le pouvait auparavant à Chicago. Ainsi, avec des salaires bien plus bas là-bas et ces économies désireuses d'attirer des emplois dans leur pays, les entreprises américaines ont vu d'énormes profits à réaliser et ont transféré des centaines de milliards de dollars d'investissement à l'étranger. Cela a été crucial pour le développement de l'économie brésilienne, indienne et chinoise. Ainsi, les États-Unis, qui, soit dit en passant, aiment parfois s'attribuer le mérite du développement économique de la Chine, et ils en méritent en effet une part. Le nier aux Chinois serait puéril, mais c'est ce qui tient lieu de politique dans notre pays. Mais il y a un fond de vérité. C'est en partie ce qu'ont fait les entreprises américaines, européennes et japonaises. Le résultat final, c'est que tout ce développement en dehors des États-Unis finirait tôt ou tard par signifier que le dollar américain n'était plus nécessaire, qu'il n'avait plus besoin de jouer ce rôle. Et puis, de grands pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil ont commencé à apprendre de leurs propres économistes les privilèges et les avantages que l'on obtient lorsque sa monnaie est utilisée dans le monde entier. Et ils ont voulu en profiter eux aussi. Ce qui, encore une fois, illustre ce que j'entends par un empire en déclin, confronté à des revendications naturelles à mesure que d'autres économies se développent.
Et une dernière chose, nous n'en parlerions peut-être pas aujourd'hui. Cela aurait pu durer encore 2 ou 3 décennies. Vraiment. Mais il y a eu 2 éléments qui ont précipité la situation aujourd'hui et qui me laissent penser que cela ne disparaîtra pas. Et il n'y a fondamentalement rien que M. Trump puisse faire à ce sujet. Premièrement, les Chinois et les Indiens rattrapent leur retard. Ils ont trouvé un moyen d'atteindre une croissance économique bien plus rapide que celle des États-Unis, ce qui signifie que le rattrapage chinois, qui aurait pu et aurait dû, à bien des égards, prendre plus de temps, a été compressé dans une période historique beaucoup plus courte. Les Chinois découvrent littéralement chaque jour ce que leur immense situation industrielle leur permet de faire. Cela accélère le déclin du dollar au-delà de ce que j'aurais pu imaginer autrement. La croissance économique rapide et l'incapacité des États-Unis, du moins jusqu'à présent, à limiter, retenue par l'idéologie de la primauté du secteur privé et la prétendue inefficacité du gouvernement, limitant ainsi le rôle de l'État dans ce domaine. Même si cela est contredit par d'autres actions de Trump, il reste un républicain. Il fait partie de cette tradition, et cette tradition empêche les États-Unis de copier la Chine. Ils en font une vertu. Nous n'irons pas dans cette direction autoritaire. Mais encore une fois, c'est puéril. Ils ne rattraperont pas la Chine s'ils ne le font pas. Ils continueront à prendre du retard, y compris avec le dollar, à moins qu'ils ne changent de cap. Et il n'y a aucune échappatoire à cette situation. Enfin, l'autre élément qui a accéléré les choses, c'est cette guerre en Ukraine, qui n'aurait pas pu être prévue, ou peut-être aurait-elle dû l'être, et je ne l'ai pas fait, pas plus que la plupart des économistes que je connais. Mais cette guerre a provoqué une accélération rapide de tout le phénomène des BRICS. Et l'une des idées des BRICS a toujours été de ne pas nécessairement éliminer le rôle mondial du dollar. Ce n'est vraiment pas pertinent. Le dollar restera important tant que les États-Unis seront un acteur aussi majeur dans l'économie mondiale qu'ils le sont encore. Mais son importance diminuera, c'est certain. Et les BRICS sont une conséquence de ce qui se passe. Et je dis cela, même avant de parler de l'augmentation des droits de douane sur l'Inde décidée aujourd'hui par M. Trump, mais tout cela était prévisible. Cela ne fait qu'accélérer la chute du dollar. Et je pense que l'on peut donc constater que M. Trump avait promis de protéger le dollar. Et le dollar a vraiment fortement baissé, littéralement, depuis le jour de son investiture le 20 janvier jusqu'à maintenant, alors que je vous parle. Il a perdu, selon la devise à laquelle on le compare, entre 8% et 12%. Et cela, en à peine 6 mois, est un commentaire très sérieux sur la pertinence de sa volonté de protéger le dollar. Ce n'est pas ce qui se passe. Eh bien, l'objectif principal de Trump était toutefois d'inverser une partie du déclin relatif de l'Amérique, alors que le reste du monde rattrape son retard, et que le système du dollar, ainsi que l'architecture économique centrée sur les États-Unis, semblent déjà avoir connu leur heure de gloire. Mais les efforts ou les politiques mises en place pour y parvenir ne semblent pas avoir donné les résultats escomptés. Comme vous le dites, les droits de douane, qui pourraient, s'ils étaient utilisés avec prudence et en coopération avec d'autres États, fonctionner de manière à ce que nous imposions des droits ici et vous là-bas, permettant à chacun de développer ses industries stratégiques, n'ont pas été harmonisés avec une politique industrielle. Au lieu de cela, ils sont utilisés comme un marteau-pilon contre d'autres États, souvent, comme on le voit au Brésil, directement à des fins politiques. Par exemple, pour sortir Bolsonaro de l'embarras, je ne suis pas certain des chiffres de l'emploi que vous observez concernant l'évolution de cette situation.
Mais je voulais aussi poser une deuxième question et la glisser ici. L'une des forces de l'Amérique, même si ses finances sont en déclin, c'est la technologie. Les États-Unis et la Chine sont les deux géants technologiques dans ce domaine. Mais dans la concurrence directe, on voit que les Chinois avancent à toute vitesse. Ils ont, je pense, un meilleur contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Ils gèrent tout, depuis les mines, les minéraux rares, le traitement, jusqu'aux produits finis, ce dont les États-Unis ne bénéficient pas forcément. On voit aussi l'énergie nécessaire pour alimenter les centres de données dans cette révolution de l'IA. Les Chinois maîtrisent mieux l'infrastructure. Ils ont passé des décennies à la construire. Comment évaluez-vous les efforts de Trump pour renverser cette situation? Peut-être faire redescendre les Chinois d'un cran ou deux, tout en inversant le déclin relatif de l'Amérique. Eh bien, je dois dire que je suis continuellement déçu par ce que fait M. Trump. Je le vois de plus en plus comme une sorte de mélange improvisé d'un peu de stratégie économique. Un peu. Mais c'est une stratégie économique qui est presque quotidiennement submergée par un besoin politique qu'il perçoit, à tort ou à raison. Permettez-moi de vous donner un exemple. Tout le monde sait maintenant que le véhicule électrique de meilleure qualité, au prix le plus bas, est produit en Chine. La Chine compte une douzaine ou plus d'entreprises concurrentes et cela fait déjà plusieurs années qu'elles se livrent à cette concurrence et, collectivement, elles ont surpassé leurs homologues en Europe, aux États-Unis, au Japon, partout. Et pourtant, ici, aux États-Unis, nous avons actuellement un tarif douanier de 100% sur ces véhicules. Il était de 25% lors de la première présidence de Trump. Puis M. Biden, d'ailleurs, avec la même stratégie de soutien à notre industrie automobile et de relocalisation de la production aux États-Unis, l'a porté à 100%. Et M. Trump l'a maintenu à 100%, même s'il négocie avec la Chine sur d'autres droits de douane. Très bien. Le résultat, c'est qu'en Europe, on voit des automobiles BYD partout sur les routes. Aux États-Unis, je n'en ai jamais vu. Personne n'en achète. Il n'y a pas de concessionnaire, pas de système de réparation, pas d'infrastructure et pas de marché. D'accord, laissez-moi expliquer pourquoi ça semble positif. Parce que cela dit au peuple américain, comme l'ont fait M. Trump et M. Biden, nous allons protéger les travailleurs de l'automobile. Une idée intéressante. Vous allez protéger les travailleurs de l'automobile parce que vous rendez impossible pour les entreprises américaines d'acheter des voitures et des camions électriques. Parce que c'est l'avenir du monde. Ils doivent acheter des véhicules inférieurs à un prix plus élevé que leurs concurrents dans le monde entier. Ainsi, une entreprise américaine qui, par exemple, fabrique des livres, comme ce livre-ci, lorsqu'elle achète des voitures et des camions pour son personnel, ne peut pas acheter le camion le moins cher et le meilleur du monde. Elle doit acheter un véhicule inférieur à un prix plus élevé. Or, je suis économiste et je sais que ce que je viens de dire équivaut à un désavantage concurrentiel pour les employeurs américains par rapport à leurs concurrents étrangers, car ces derniers achètent des voitures et des camions BYD. Donc oui, vous sauvez des emplois chez General Motors, Ford et Toyota ici aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas confrontés à la concurrence chinoise. Mais protégez-vous l'industrie manufacturière américaine en général? Pas du tout. Je dirais même que vous êtes en train de la détruire. Et plus cette situation perdurera, plus le reste du monde apprendra à se passer du commerce avec les États-Unis. Ce n'est pas un endroit fiable pour exporter. C'est le problème des droits de douane. Et c'est pas un endroit fiable pour faire des affaires si vous devez importer quoi que ce soit à cause de ces droits de douane. Et à l'intérieur des États-Unis, vous créez une économie globalement non compétitive. Cela prendra des années à se manifester, mais je ne vois rien qui contredise cela. Rien. Absolument rien.
L'avantage qu'avaient les États-Unis dans les hautes technologies a maintenant été compromis par les Chinois, qui ont démontré qu'ils pouvaient faire à peu près tout ce que nous pouvons faire, et qu'ils peuvent le faire avec ou sans la coopération des États-Unis. La société Huawei elle-même l'a prouvé, depuis le moment où les États-Unis ont organisé l'arrestation de la fille du PDG au Canada jusqu'à aujourd'hui, où Huawei surpasse la concurrence. Je veux dire, regardez les faits et les résultats. Regardez Apple. Pour échapper au problème d'être en Chine, Apple a déménagé en Inde, ce qui s'avère maintenant être un problème aussi important, voire plus important pour Apple que la Chine ne l'était. Il y a là une leçon que tout le monde apprend en observant Apple. Si l'objectif de M. Trump était de rapatrier la production du reste du monde vers les États-Unis, les hésitations, les hauts et les bas, les retards temporaires. Tout cela constitue autant de raisons de ne pas produire aux États-Unis, car on n'a aucune idée des conditions dans lesquelles il faudrait quoi faire. Dépenser l'argent, prendre le temps de déplacer la production de l'étranger vers les États-Unis dans de telles circonstances. Et je ne parle même pas d'une société qui se déchire, où la moitié du pays considère M. Trump et son programme comme une forme de fascisme. Ce mot est désormais utilisé suffisamment souvent pour que tout PDG responsable s'inquiète à l'idée de déménager. Pour moi, cela a autant de sens que de prendre une grande décision de relocalisation pour aller en Ukraine. Quoi? Personne n'est aussi stupide. Et je ne pense pas que vous verrez M. Trump parler de déplacer la production ici, car même les rares exemples qu'il peut citer, si on les examine de près, sont très douteux. Les chiffres sont importants, mais ils s'étalent sur une période de 10 ans. M. Trump ne sera plus président bien avant cela, et il en sera de même pour toutes les personnes qui font ces promesses. Elles ne signifient rien. Ce ne sont que des mises en scène pour aider M. Trump à jouer le jeu, car il est incapable d'affronter la réalité. Vous avez mentionné l'utilisation du mot fascisme et une société profondément divisée. Beaucoup de ces éléments ressemblent à des indicateurs pré-révolutionnaires. Autrement dit, si l'on veut observer une société en voie de révolution, on chercherait des signes tels que la perte de légitimité de la classe dirigeante, des difficultés économiques, une inégalité économique croissante, l'augmentation du coût de la vie, davantage de manifestations, de soulèvements, de polarisation, et bien sûr, le rejet de l'idéologie dominante. Je veux dire, beaucoup de ces éléments sont déjà présents. Il est étrange que, il y a seulement un an, il aurait semblé bizarre que Washington fasse des droits de douane sa nouvelle idéologie, presque. Pensez-vous, alors que le dollar s'effondre et qu'une grande partie de l'architecture économique dominante des États-Unis, c'est-à-dire l'infrastructure de l'Empire américain, s'effrite, que cela pourrait aussi, en quelque sorte, détruire la République. Car il existe des tensions sociales profondes. Je suis bien conscient que l'on observe la même chose en Europe. Mais quelles pourraient être les conséquences possibles pour la société? Eh bien, je pense que vous voyez la division. On la constate presque tous les jours. J'ai été frappé, comme je suppose que vous l'avez été aussi, Glenn, par la démarche explicite du président avec son gouverneur du Texas pour redécouper les circonscriptions afin de vaincre les démocrates et de gagner suffisamment de sièges pour conserver le contrôle du Congrès. Cela n'a absolument rien à voir avec ce que le mot « démocratique » est censé signifier. Et c'est déjà le cas au Texas depuis longtemps. Mais là, il s'agit de niveaux d'action explicites, au grand jour, visibles de tous. Le Parti républicain du Missouri a annoncé qu'il pourrait faire ce que les républicains du Texas ont fait. Donc cela pourrait devenir un jeu. Le gouverneur de Californie a déclaré que si le Texas fait cela, alors il fera la même chose en sens inverse contre les républicains en Californie.
Et vous pouvez voir tout cela. Voici une autre dimension. Je vis à New York, et nous venons d'avoir une élection où un partisan musulman de la Palestine a remporté la primaire démocrate pour la mairie de New York, qui est la plus grande ville des États-Unis. Il s'appelle Zohran Mamdani. Et comme je vis à New York, je suis très au fait de la situation politique. À ce stade, il semble qu'il va gagner l'élection générale en novembre, où il sera le candidat démocrate. Les efforts de l'ancienne machine, qui fera tout pour empêcher cela, semblent pour l'instant très faibles, très désorganisés et incapables. Dans la ville d'Indianapolis, une grande ville américaine au centre du pays, une autre personne musulmane non blanche se présente à la mairie, et il se peut qu'elle gagne. Et Seattle en a encore un autre. Ils travaillent toujours au sein du Parti démocrate, et c'est une décision importante qu'ils ont prise. Mais je peux vous assurer que des centaines de milliers de personnes aux États-Unis observent avec un immense intérêt ce que Corbyn et Sultana font en Grande-Bretagne, en ayant rompu avec leur parti, créé leur propre troisième parti, et vu 300 000 citoyens britanniques s'inscrire pour le rejoindre dans les 72 heures suivant son annonce. D'ailleurs, si nous faisions cela aux États-Unis, et je peux vous assurer, de sources personnelles, que des efforts en ce sens sont en cours, nous aurions aussi 300 000 personnes. Nous en aurions probablement même plus. Et, même si la route est plus difficile ici, nous avons une tradition de deux partis exerçant un duopole politique depuis longtemps. Et les gens y sont habitués, et il sera plus difficile de les en détacher. Mais cette possibilité, qui aurait prêté à rire il y a 2 ans, personne ne rit aujourd'hui. Personne ne rit du tout. Donc, je pense que la réponse à votre question est oui. Il y a de nombreux signes. Nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore un pays fasciste. Mais quand les gens commencent à parler comme ils le font, et quand on voit l'alliance étroite entre Trump et Netanyahou, alors on commence à comprendre que la situation est très grave. En raison de son rôle dans l'histoire européenne, il pourrait vous intéresser de savoir que la communauté juive aux États-Unis, qui compte plusieurs millions de personnes, est divisée d'une manière que je doute qu'on puisse jamais surmonter. La majorité ici ne peut pas et ne veut pas soutenir Netanyahou et sa politique à Gaza. Les plus aisés, les plus âgés, les plus traditionnels, les personnes politiquement connectées, eux, le feront. Et si cela signifie fracturer ce qui est déjà une petite communauté, avec une longue histoire de persécution, ce qui a généralement conduit à une hésitation à faire quoi que ce soit qui pourrait les rendre à nouveau vulnérables, ils sont désormais divisés d'une manière dont, comme je l'ai dit, je ne vois pas comment ils pourraient se remettre. Et s'il doit y avoir une réconciliation, elle prendra bien plus de temps que ce que toi et moi vivrons, beaucoup plus longtemps. Et l'utilisation cynique par l'administration Trump des accusations d'antisémitisme pour imposer une restructuration droitière des universités ne fait qu'aggraver la situation. Eh bien, ce que je trouve intéressant dans les efforts de Washington pour s'en prendre à certains pays, que ce soit la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres, c'est que d'ordinaire, lorsqu'on veut détruire un adversaire, on s'efforce de cibler et d'isoler un seul État. Ce qui est intéressant cependant, c'est que les États-Unis ont désormais tendance à s'attaquer, eh bien à tout le monde en même temps, pas seulement à leurs adversaires. Mais on observe aussi des tentatives de restructurer la relation avec des alliés ou des partenaires qui entretiennent de bonnes relations sous prétexte qu'ils auraient profité de la bonne volonté américaine. On voit donc des pays comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil, les Européens. Celui qui m'a peut-être le plus surpris, ce sont les Indiens. Ils sont souvent le maillon faible, voire le maillon faible des BRICS.
dans la mesure où il semble prêt à tout pour entretenir une bonne relation avec les États-Unis. Et la manière dont la rhétorique est utilisée pour même rabaisser et humilier l'Inde, cela semble sortir de nulle part. Je ne comprends pas quel était le but derrière cela. Je veux dire, même si l'on voulait utiliser des tarifs douaniers pour restructurer les relations commerciales, l'agressivité dont ils ont fait preuve envers l'Inde est tout à fait extraordinaire. As-tu déjà constaté des conséquences en ce qui concerne la façon dont les Japonais, les Coréens, les Indiens ou d'autres réagissent à cette main très lourde? S'il y avait eu une pression plus modérée, on pourrait supposer qu'ils seraient prêts à se conformer afin de préserver une relation prévisible et stable avec les États-Unis. Mais au lieu de cela, il semble que beaucoup commencent à conclure que la dépendance même envers les États-Unis est une vulnérabilité qu'ils doivent traiter ou réduire. Eh bien, premièrement, d'organisation deux manières. L'histoire des États-Unis, laissez-moi commencer ainsi. Un truisme ici aux États-Unis, accepté par presque tout le monde, est que votre politique étrangère est principalement dictée par votre situation intérieure et seulement en second lieu par ce qui se passe à l'extérieur de vos propres frontières. Si c'est un truisme général, c'est encore plus vrai ici aux États-Unis. Et cela tient à notre histoire. Nous sommes protégés des deux côtés par de grands océans. Nous sommes pas de Vathampi, ce qui nous a permis de penser et d'agir comme si le reste du monde n'avait finalement pas tant d'importance. Si nous ne nous étions pas séparés de l'Empire britannique, cela aurait peut-être été atténué, mais nous l'avons fait, et donc ça ne l'a pas été. Et nous avons été laissés libres de fantasmer. La première étape de ce fantasme a été de s'émerveiller devant la capacité d'une petite colonie pauvre de la Grande-Bretagne à vaincre l'armée britannique à deux reprises, une fois en 1766 et de nouveau en 1812, et à établir son indépendance sur la base d'une idée extrêmement exagérée de ce qui avait été accompli ici. Si le reste de l'Europe n'avait pas été en plein bouleversement cataclysmique, celui qui a mené à la Révolution française et à Napoléon, les Britanniques auraient peut-être agi autrement. Mais ici, dans ce pays, cela s'est transformé en une idée d'un pouvoir extraordinaire. Et l'une de ces premières manifestations a eu lieu sous la présidence, après les premiers présidents Monroe, avec la soi-disant doctrine Monroe. Nous sommes maintenant en 1830, soit un demi-siècle après la guerre d'indépendance. Et les États-Unis annoncent au monde que les Britanniques, les Français, les Allemands et les Néerlandais, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Non, 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 non. Ils ne doivent pas, ils ne peuvent pas, ils ne le feront pas. Nous serons la puissance impériale ici. Le reste du 19e siècle a été l'ascension des États-Unis pour réaliser la vision mégalomaniaque d'eux-mêmes que ces premières expériences avaient créée. Rien n'est venu la contredire. Vous avez repoussé la frontière du pays jusqu'au Pacifique. Vous avez détruit la population autochtone par un génocide massif d'une ampleur vraiment énorme. Personne ne vous a arrêté. Personne ne vous a même ralenti. Vous avez même traversé la guerre de sécession. Vous avez forcé le Sud esclavagiste à se subordonner au Nord capitaliste. Et puis vous avez connu une croissance spectaculaire jusqu'à la Première Guerre mondiale, où toutes les anciennes puissances européennes ont démontré qu'elles étaient plus faibles que vous, ratifiant ainsi un niveau de pouvoir et de domination qui était irréaliste, l'avait toujours été, mais qui bénéficiait désormais d'un siècle de renforcement. Et oui, la guerre a un peu ralenti ce mouvement. Nous avons perdu pas mal de gens, rien à voir avec les Européens, mais tout de même.
Nous avons de nouveau été ralentis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin, la même folie, qui n'était jamais vraiment partie, a pu s'exprimer à nouveau. Le monde entier est à genoux. La Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, ils sont tous en ruine. Et le dollar, c'est ce dont nous avons parlé auparavant. Nous avons donc connu la croissance au XIXe siècle et la domination au XXe siècle. Ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que pour la première fois, l'idée que nous sommes au sommet et dominant est remise en question ici. Des millions de personnes n'y croient plus, doutent, sont sceptiques. Pour être franc, je dirais que la moitié de la population commence à réaliser, certains plus, d'autres moins, que cette période est peut-être terminée. Mais l'autre moitié, celle de M. Trump, est indignée par cette idée. Encore plus indignée que la moitié des Américains commence à s'en inquiéter. Ils considèrent tout cela comme un manque de cran, un manque de courage, un refus de reconnaître sa responsabilité lorsqu'on est la puissance dominante dans le monde. Ce n'est pas une reconnaissance du fait qu'on ne l'est plus, c'est la démonstration que Dieu merci, nous n'avons plus ce genre de personnes à notre tête. Nous avons désormais un Américain fonceur qui va dire à M. Modi ce qu'il doit faire et qui va s'assurer, parce que vous savez quoi? Ces libéraux mous d'Amérique, c'est comme ça qu'on appelle la moitié gauche du pays. Ce sont eux qui nous ont poignardés dans le dos. Nous n'avons pas encore ce langage, mais il arrive. Et vous, les Européens, vous l'avez fait aussi. Vous avez profité de nous. Vous avez fait ceci. Vous avez fait cela. Ils trouveront quelque chose qui a été négocié à un moment donné, et ce sera pour eux une nouvelle grande trahison de l'héritage des États-Unis qui est de gouverner. Et ils ne veulent rien entendre d'autre, et certainement pas parler de valeurs libérales ou d'un ordre fondé sur des règles. Pour eux, tout cela, c'est le langage de gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser la puissance que les États-Unis possèdent encore et devraient utiliser pour le bien du monde entier. Il faut comprendre cette mentalité. Sinon, vous ne comprendrez pas comment ils peuvent traiter le Mexique, le Canada, la Scandinavie, la Hollande ou n'importe quel autre pays de la façon dont ils le font. Vous avez tous accepté de profiter du grand pays puissant et maintenant, vous ne voulez pas payer le prix de devoir corriger votre mauvais comportement. Cela peut vous surprendre, mais nous, en Amérique, ceux comme moi, nous continuons à vouloir demander à des gens comme vous, pourquoi la réaction européenne est-elle si faible, si lâche, si autodestructrice? Est-ce simplement parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, que les Français soupçonnent les Allemands de conclure un accord avec les Américains, et que tous deux craignent que les Britanniques n'arrivent les premiers, si bien que vous manœuvrez sans cesse les uns contre les autres, permettant ainsi aux États-Unis de vous opposer les uns aux autres? Ou bien y a-t-il autre chose en jeu? Je soupçonne que toute l'Europe s'est détruite elle-même pendant la Seconde Guerre mondiale, ou s'est suicidée. Je pense que beaucoup ont vu l'ascension de l'Amérique après la Seconde Guerre mondiale comme une prolongation de la vie de l'Europe. La seule unité que nous ayons connue en Europe a été sous la domination américaine. Je pense que la classe politique manque tout simplement d'imagination pour envisager un monde qui ne serait pas dominé par les États-Unis. Et pour des pays comme l'Allemagne, qui semblent aujourd'hui perdre la raison, toute l'idée après la Seconde Guerre mondiale était de se développer sur deux piliers clés. Il y avait l'OTAN sous direction américaine et l'Union européenne, ou la Communauté européenne, qui était censée contrebalancer les excès de l'Amérique. Aujourd'hui, ces deux piliers s'effondrent, et la seule idée qu'ils ont désormais est le keynésianisme militaire. Faire la guerre à la Russie. Soutenir le génocide.
going to war with Russia, backing genocide. It's quite an amazing. C'est vraiment un retournement de situation incroyable. Cela m'amène d'ailleurs parfaitement à ma dernière question, car quels que soient les problèmes rencontrés aux États-Unis avec le déclin du dollar et la décadence socio-économique, on observe la même chose en Europe. Mais ici, la classe politique fait face à un problème différent. Comme vous l'avez suggéré, elle manque un peu de colonne vertébrale. Comme on l'a vu lors des récentes négociations commerciales entre les États-Unis et von der Leyen au sein de l'Union européenne. Ils ont tous cédé et ont même admis que finalement, il ne s'agissait pas vraiment d'économie, ni d'un accord économique. On voit la coupure de l'énergie. Je ne comprends pas ce que vous percevez comme avenir technologique pour l'Europe, car pour ma part, je n'en vois aucun ici. Nous avons mené la révolution industrielle, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus nulle part sur la carte. La confiance dans la classe politique a disparu. La seule chose dont nos politiciens parlent, c'est de la guerre, essayant de revivre la Seconde Guerre mondiale, en pensant que M. Poutine est Hitler. Ils partent du principe qu'ils peuvent encore intimider les grandes puissances comme la Chine et l'Inde, en leur disant quoi faire. Je veux dire, je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que l'Europe, c'est fini. Mais ils vivent dans cette immense illusion qu'ils dirigent encore. C'est assez extraordinaire. C'est pourquoi je voulais vous demander, que se passe-t-il avec l'économie européenne? Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'automutilation, mais voyez-vous une voie vers la reprise, ou est-ce que tout ne fait que décliner à partir de maintenant? La seule issue que je vois, même si je peux l'imaginer, et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, serait une prise de conscience qu'ils doivent utiliser leur taille, leur richesse, le fruit de 5 ou 6 siècles de colonialisme et de capitalisme, pour tracer une voie indépendante. Ils doivent rompre leurs liens avec les États-Unis. C'est la fin pour eux, et encore plus aujourd'hui. Monsieur Trump peut se permettre de plaisanter en disant que le Canada est le 51e État. Cette plaisanterie s'étendra bientôt à l'Europe, et ce ne sera pas dans longtemps. Il n'y a ici aucun sentiment que l'Europe ait un rôle à jouer, où que ce soit, sauf peut-être pour payer des armes qui pourront être utilisées en Ukraine. Donc, M. Trump apparaît bien aux yeux de sa base parce qu'il ne dépense pas l'argent des contribuables américains pour la guerre en Ukraine, ce que les Américains ne veulent plus faire, mais il dépense l'argent européen. Et si les Européens acceptent cela, j'ai remarqué que M. Merz, lorsqu'il a fait passer son programme d'obligations, a parlé du coup de pouce à l'économie allemande, mais il dit maintenant qu'ils vont acheter des armes américaines. Pour moi, c'est inimaginable. Si vous n'achetez pas les vôtres, alors que faites-vous? Que comptez-vous devenir? Un avant-poste pour l'armée américaine? Un lieu de stockage de missiles avant qu'ils ne soient envoyés en Ukraine ou ailleurs? Vous n'allez pas vaincre les Russes. C'est ridicule. Napoléon n'a pas pu. Hitler n'a pas pu. Monsieur Starmer, vous plaisantez, j'espère. Personne. Les États-Unis n'y arrivent pas. Le monde est un endroit très très différent. L'Europe est riche, l'Europe est grande. L'Europe devrait jouer un rôle important, mais elle doit s'unifier et elle doit couper le cordon ombilical avec les États-Unis, sinon elle n'a pas de... Ce n'est pas seulement ce qu'ils font, Glenn. C'est regarder le discours de von der Leyen ou du chef de l'OTAN. Quand ils parlent, les États-Unis leur donnent littéralement un coup de pied au nez. Et ils parlent gentiment des États-Unis, quoi. Ils annoncent un gros tarif douanier et ils disent, eh bien, nous allons riposter. Puis ils ne le font pas. C'est encore pire que de simplement céder. Cette attitude, le fait que nous n'écoutions même pas nos propres paroles dans cette situation. Nous sommes tellement déterminés à suivre les États-Unis contre la Russie. Cela me semble tellement, tellement triste.
Et vous savez, je regarde Jean-Luc Mélenchon en France, je regarde Sarah Wagenknecht en Allemagne, et je me demande, est-ce que ces personnes vont réussir à trouver une façon d'agir? Ou est-ce que cela profitera à l'Alternative für Deutschland ou à Le Pen et à ces gens-là? Parce que le reste de leur système politique se résume simplement à une politique du « nous ne sommes ni l'un ni l'autre », ce que les gens savent déjà, et ce n'est pas un programme. Il y a un dernier point que je voudrais souligner. There is a last point I would stress. For a number of technical reasons, Pour un certain nombre de raisons techniques, la conséquence de déclarer une guerre économique au monde entier, ce qui est la politique de M. Trump, avec les droits de douane, les accords commerciaux, les sanctions, tout cela en fait vraiment partie, pour des raisons techniques, cela n'a pas encore frappé l'économie américaine comme je pense que cela le fera. Bien sûr, je peux me tromper, mais j'ai fait cela toute ma vie d'adulte, à observer l'économie américaine. Ce que je vois arriver, et je parle du second semestre de cette année, donc nous parlons du second semestre 2025, vous allez commencer à voir de sérieux signes de récession, couplés à de sérieux signes d'inflation. Et cela va créer pour M. Trump des difficultés bien plus grandes que tout ce qu'il a connu jusqu'à présent. Le mouvement ouvrier est en train de bouger ici. and the labor movement is moving here. The political climate is not Le climat politique n'est pas favorable pour lui. Même sa propre base est de plus en plus divisée. Il n'aime pas ce qu'il fait en matière de santé. Kennedy est un désastre à ce sujet. Il n'apprécie pas non plus que le niveau de persécution des immigrés soit exagéré et ait désormais provoqué un retour de bâton. Il y a vraiment une horreur généralisée face à ce qui se passe à Gaza et à la réponse de M. Trump. Et il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles il doit soutenir Netanyahou parce que la police israélienne comptait M. Epstein dans ses rangs et qu'il détienne des informations qu'il ne peut pas risquer de voir révélées. Et encore une fois, on ne sait jamais avec ce genre de choses. On ne sait jamais quoi croire. Mais c'est désormais évoqué, y compris par beaucoup de ses plus fervents partisans qui tiennent ce genre de discours. his strongest supporters who are talking like this. You're watching disintegration. Vous assistez à une désintégration à ce stade. Je vous dirais que ce n'est plus une question de va-t-il se désintégrer. La question maintenant, c'est qu'il est en train de se désintégrer. Va-t-il réussir à trouver un moyen de ralentir cela, de l'arrêter, de l'inverser? Y a-t-il un sujet, un programme? C'est ce qu'il doit trouver. Il ne l'a pas encore trouvé. Donc jusqu'à présent, les démonstrations autour de l'Inde et de la Chine n'ont pas eu de conséquences sur le plan intérieur. Mais nous avons des millions d'Américains qui commencent maintenant à acheter pour les deux plus grands moments de vente au détail aux États-Unis, avant la rentrée scolaire, puis avant Noël. Et donc, nous allons y entrer. Et si les prix augmentent, alors il y aura beaucoup de problèmes ici. Beaucoup de problèmes. There'll be a lot of trouble here. Lot of trouble. Oh, Professor Wolf, thank you so much. Professeur Wolf, merci beaucoup pour votre temps. Et 2025 s'annonce intéressant. Merci encore. Nous vivons une époque fascinante. Interesting times. Sadly. Malheureusement, oui. Prends soin de toi.